Et des souris et des hommes, c'est chaque semaine avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, on s'intéresse à Internet et à notre cerveau. Quelles évolutions et quelles nouvelles compétences pour notre cerveau aujourd'hui ? La question qui se pose, c'est de savoir effectivement si les technologies agissent sur l'évolution de notre cerveau, sachant que le cerveau n'est pas une masse inerte, mais a déjà évolué dans l'histoire. Et finalement, c'est un article qui a circulé à partir d'une œuvre d'art qui s'appelle, je le dis pas en anglais pour une fois, « Mon cerveau d'avant Internet me manque ». Voilà, c'est un artiste canadien qui s'appelle Douglas Coupland, qui lui a écrit en fait, qui est assez connu pour un livre sur la génération X, dont celle qui précède la fameuse génération Y, dont on a parlé, qui est donc native du numérique, et qui, j'allais dire, a été assez suivie parce que je pense qu'elle fait écho à quelque chose, justement, pour toute cette génération qui n'a pas connu Internet, que quelque chose s'était passé, quelque chose avait changé en nous. Et la question, c'est est-ce que vraiment Internet aurait aussi le pouvoir de transformer ce cerveau, notre cerveau ? Pourquoi peut-on se poser cette question et qu'est-ce qui viendrait étayer cette affirmation, l'affirmation de Douglas Coupland ? Si on regarde au niveau scientifique, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question effectivement si le cerveau change. Et donc on a un laboratoire en France qui s'appelle le Lutin, c'est rigolo, ça s'appelle le laboratoire des usages en technologie de l'information numérique et qui observe en fait en permanence les effets des différentes utilisations du numérique sur les processus cognitifs. Donc en fait l'activité de nos neurones. Et tout simplement ça révèle qu'il existe en fait des variantes et que, notamment sur la lecture, puisque pour l'instant, quand même, Internet est quand même largement un média écrit, et il y a d'importantes variantes d'activité neuronale, en tout cas pas au même endroit, entre la lecture dite classique, c'est-à-dire linéaire, celle qui a forgé l'humanité telle qu'on la connaît, la civilisation du livre, et la lecture sur le web, qu'on appelle hypertextuel, avec des liens qui amènent à d'autres pages, qui est beaucoup plus saccadée, interactive, où nous sommes en quelque sorte plus maîtres de notre fil de lecture, alors que quand on lit un livre ou un article, c'est l'auteur qui nous amène à l'endroit où il veut nous amener. Quelque part, on fait une action neuronale, celle de décoder, de lire, mais on n'est pas nous-mêmes en action pour déclencher. Et voilà, certains reproches qu'on l'on fait à cette nouvelle façon de lire hypertextuelle, c'est qu'on a l'impression d'être perturbé, distrait, etc. Et par ailleurs, il y a de nombreux travaux aussi sur ce qu'on appelle la plasticité du cerveau qui montrent que ce dernier se reconfigure en permanence au fil de nos apprentissages, ce qui n'est pas très surprenant parce que si on regarde l'évolution de l'homme depuis très longtemps, on voit bien que son cerveau a évolué, la boîte crânienne a évolué. Et en fait, quelque part, depuis l'apparition, on en avait un petit peu parlé avec Bernard Stiegler, de ce qu'on pourrait appeler des prothèses de mémoire ou mémorielles, dont l'écriture, bien sûr, nous externalisons progressivement le stockage d'informations et nous déléguons un ensemble de tâches cognitives, notamment aux ordinateurs, comme le calcul, puisqu'aujourd'hui, on se sert de moins en moins de bouliers ou d'un papier pour faire une division, mais on le fait avec des calculatrices, comme l'indexation d'informations, ou la traduction, maintenant, avec le logiciel de traduction, ou la géolocalisation. Est-ce que demain, il y aura des gens qui savent se géolocaliser avec une carte ou en regardant les arbres, je sais pas, ou les étoiles? Effectivement, on délègue à des machines, on externalise ces processus cognitifs. C'est désormais une tradition, on va poser la question, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cette avancée ? Justement, ce que je disais, c'est que le principal grief, en fait, qui est fait à Internet, c'est que cette non-linéarité qui arrive et qui fait, j'allais dire, une rupture avec on peut presque dire des millénaires, parce que l'écriture a été inventée il y a longtemps, qui a modelé notre pensée, favorise cette distraction, ce butinage d'informations, et ça nourrit un ensemble de fantasmes, en fait, j'allais dire, qui rendraient Internet coupable, comme si Internet rendait idiot, comme le suggère d'ailleurs le titre de l'ouvrage de Nicolas Carr, qui s'appelle « Internet rend-il bête ? Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté », qui montre bien dans ce titre qu'effectivement il y a une problématique de nouvelles façons de penser. Alors c'est aussi une certaine peur que ces outils nous échappent. Et que ce que nous avons façonné, c'est-à-dire ces outils-là, nous façonnent à son tour. C'est-à-dire qu'on ne soit plus maître de ce que nous avons créé. Mais là aussi, c'est quelque chose qui existe et qui a des précédents dans l'histoire, avec de nombreuses innovations qui ont changé notre façon de percevoir. Par exemple, le temps et l'espace, avec l'invention des cartes ou de l'horloge. Donc,
J'allais dire qu'on envisage très souvent ces transformations, surtout quand elles sont aussi profondes, de manière négative, mais on omet de temps en temps les avantages et les substitutions qui s'opèrent. C'est-à-dire que, comme la télévision n'a pas supprimé le livre, Internet n'a pas supprimé la télévision, on voit qu'il y a des substitutions, parfois qui s'ajoutent, et on se rend compte, par exemple, qu'il y a des bénéfices comme l'augmentation de l'attention visuelle, des capacités d'attention visuelle, le développement d'une pensée qui est plus une pensée en réseau, et un raisonnement par analogie qui sont intéressantes. Alors, pour illustrer ces substitutions, moi j'aime bien citer l'exemple de Google qui vient de mémoriser, qui vient de mesurer que nous mémorisions plus l'endroit où est stockée l'information que l'information elle-même. On le voit bien, souvent devant l'ordinateur, on sait qu'on a mis tel dossier là, mais bon... Et c'est intéressant parce que ça montre que notre cerveau a compris que ce qui était désormais important, c'était le chemin vers l'information et non l'information elle-même. Ce qui, d'ailleurs, pour moi, n'altère en rien l'acquisition des connaissances, sachant que ces dernières sont le fruit justement de notre raisonnement, qui compile, structure et analyse des informations. C'est un peu, pour moi, la même histoire que celle des enseignants ou des médecins actuellement dans la société de l'information. On en avait parlé avec l'éducation numérique, où finalement on ne demande plus des érudits, des puits de savoir, mais des interfaces humaines entre les hommes et les machines. C'est un petit peu le vieux débat des têtes bien faites ou des têtes bien pleines, comme on disait. Et alors, vers quoi se dirigeons-nous ? À quoi doit-on s'attendre pour la suite ? On le voit avec ces évolutions et ces transferts de l'homme à la machine que la société de l'information va sans doute privilégier plutôt des chercheurs, des analystes, que justement des grands érudits, des puits de savoir, puisqu'on peut stocker toute cette information et que des systèmes experts, de l'intelligence artificielle dont nous avons parlé aussi, va prendre de plus en plus de place. Quelque part, les cerveaux droits, plus créatifs, plus intuitifs, vont sans doute mieux tirer leur épingle du jeu des cerveaux gauches qui sont plus séquentiels à l'analytique, parce que les machines vont jouer de plus en plus ce rôle. Et pour illustrer un petit peu ces évolutions, je me suis inspiré des travaux du très sérieux Institute for the Future, donc qui fait de la prospective et qui a listé les 10 compétences clés qui sont tout à fait relatives justement aux transformations de notre cerveau, qui seront les compétences du futur. Alors je vais pas toutes vous les citer, mais il parle notamment de ce qu'ils appellent l'intelligence sociale, donc la capacité de se connecter aux autres de façon profonde et directe, à comprendre les réactions des autres et à stimuler des interactions. On le voit bien à travers l'usage des réseaux sociaux. Il y a aussi on traduit de l'anglais, la pensée computationnelle, de computation, donc c'est de la capacité à traduire une importante somme de données et d'informations dans des concepts abstraits et à comprendre un raisonnement basé sur les données. Donc ça, c'est vraiment issu aussi de tout le travail qui est actuellement en cours sur les données. On a parlé des big data, de l'open data. La transdisciplinarité, j'ai du mal avec ces nouveaux mots, et la capacité à comprendre des concepts venant de différentes disciplines, donc de la logique de réseau, encore une fois, de casser les silos, de passer d'une chose à l'autre assez vite, et on le voit avec ces digital natives, qui ont la capacité d'avoir une façon de penser mosaïque. On avait parlé d'intelligence, d'interfaces multiples, de passer d'une tâche, le multitâche qu'on connaît sur ordinateur, qui se transfère aussi un petit peu dans le cerveau. Voilà, ou encore le design mindset, la capacité à représenter et à développer des tâches et des processus de travail pour les résultats voulus. Et puis enfin, je pense que c'est une compétence importante, celle de la collaboration virtuelle, donc celle de la capacité de travailler de façon productive, avec des gens qui sont en réseau, à distance, et en même temps, de temps en temps, en réel, c'est-à-dire à articuler le réel, le virtuel. Donc il y a un ensemble finalement de nouvelles compétences qui sont liées à ces évolutions cognitives, parce qu'on va utiliser de plus en plus de machines et qui vont, j'allais dire, modeler notre rapport à l'Internet. Et peut-être effectivement dans quelques années, comme il y a eu déjà des évolutions, on aura tout un tas de fonctions qu'on va abandonner. La question qui se pose à mon avis, c'est encore une fois, quand tout ça va tomber en panne ou quand nous l'aurons plus, que ferons-nous? Pourrons-nous encore nous orienter, calculer? On verra bien. Affaire à suivre. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.